Salut, c'est Sauce Samouraï, les interviews piquantes de celles et ceux qui font Villeurbanne. Le concept de ce podcast d'actu proposé par la ville de Villeurbanne et le verdoyant magazine Viva est tout simple. 2 intervieweurs, 2 interviewés, un sujet d'actu et de la sauce samouraï dedans. Aujourd'hui, nous parlons de la place de la nature en ville, avec Alice Comte-Janssen, responsable nature en ville et projet citoyen à la ville de Villeurbanne, et Pascale Josserand, présidente du Jardin de Jeanne, un jardin partagé inauguré en 2022. Alice, Pascale, merci d'avoir répondu présente. Est-ce que ça va ? Très bien, bonjour à tous. Très bien. Prête à répondre à nos questions ? Tout à fait. C'est parti. Super. Mais alors Jean-Christophe a l'air d'avoir la bougeotte. J'ai bien l'impression qu'il a quelque chose à nous dire. Ouais, non, pas du tout, je n'ai rien à dire. Par contre, ce sujet me donne envie de chanter. Oula, sortez vos parapluies. Je vous en prie. Bon, alors, où en étais-je ? Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre 2 maisons, sans abri, sans domicile. Ouais, ok, j'arrête le massacre. Mais vous voyez l'idée, Maxime, si tu nous écoutes, pardon. C'était juste pour rappeler que la question nature versus béton ne date pas d'hier. Cette chanson est sortie en 1972. On était à peu près 51 millions de Françaises et de Français à l'époque, environ 110 000 à Villeurbanne. La même année, Jacques Dutronc publie, je vous le donne en mille, Le Petit Jardin. De grâce, monsieur le promoteur, de grâce, ne coupez pas mes fleurs. Alors, moi je demande, madame, 50 ans après, on a fait quoi pour cet arbre et ses fleurs ? L'arbre a fini en meuble en kit pour une marque nordique. Les fleurs sont en bouquets séchés, vendus à de jeunes urbains qui n'ont pas peur d'entretenir leur allergie à la poussière. 1972, c'est aussi l'année de la conférence de Stockholm. Oui, chez ceux des meubles en kit. Conférence organisée par les Nations Unies et première du genre à faire de l'environnement une question centrale. Alors, je vais vous la jouer comme Mike Brandt. C'est ma prière, un jour viendra, c'est ma prière, et le monde changera. Waouh, bravo Jean-Christophe, quelle performance. Et ma prière, 1972 aussi, j'imagine ? Eh oui, c'est ça, bravo. Et j'ajoute à cette prière ma propre prière, que dans 50 ans, nos enfants ou petits-enfants puissent chanter du Claude François. Et oui, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à avoir subi ça, toujours en 72. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, et tous les oiseaux t'attendent. Et tout ça en plein cœur de Villeurbanne, bien sûr. Wouh. Bon, là, j'avoue, je ne sais plus trop quoi dire. Présenter des excuses à nos auditrices et à nos auditeurs peut-être. Et puis à Alice et Pascal aussi. Bon, passons à la suite. Alice, rassurez-nous, la nature en ville, ça existe bel et bien ? Tout à fait. La nature en ville, c'est sous différentes formes à Villeurbanne. Des parcs, des jardins. Il y a un endroit quand même très particulier qui est celui de la Fessine, le parc de la Fessine, qui est quand même un joyau pour la commune, mais aussi des jardins partagés, des continuités, des continuités écologiques. Alors, c'est pas encore complètement aujourd'hui, mais ça le sera prochainement, en particulier le long des trams. Il va y avoir des grandes... ces transports en commun vont nous aider à créer des continuités écologiques importantes pour la ville. Donc voilà, la nature en ville. Puis c'est aussi dans les jardins, des copropriétés, des maisons. Voilà, il y a plein de formes de nature en ville, heureusement. Pascal, vous êtes la présidente d'un jardin partagé. Alors, je vais vous poser une question top chrono. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, vous allez nous essayer, mais je suis sûr que vous allez y arriver, de nous expliquer ce qu'est un jardin partagé. C'est parti. Un jardin partagé, je vais dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un jardin où chacun a sa parcelle et vient cultiver son mètre carré pour lui et uniquement pour lui. Un jardin partagé, tout se fait en commun. Depuis la réflexion sur qu'allons-nous planter, qu'allons-nous produire et surtout comment allons-nous jardiner. Nous jardinons ensemble, nous produisons ensemble, nous récoltons ensemble et nous essayons de manger ensemble ce que nous avons produit. Et oui, j'allais vous poser la question, du coup, à l'arrivée, ça permet de faire des grands banquets ? Bien sûr, puisqu'un jardin partagé, c'est d'abord des rencontres. On essaye d'apprendre à jardiner, mais aussi à connaître les gens du quartier et à trouver des moments où on peut se retrouver ensemble au jardin. La culture du lien ensemble.
Bien joué. Alice, justement, vous travaillez pour la ville de Villeurbanne, alors vous pouvez certainement nous faire le topo. Combien y a-t-il de jardins partagés, de jardins ouvriers, de jardins pédagogiques dans la ville ? Alors, il y a 12 jardins partagés, avec un objectif d'être presque à 30 dans quelques années. Des jardins familiaux, il y en a plus de 5 hectares, et c'est 4 associations, dont 2 grosses associations situées à Saint-Jean, qui ont ces jardins familiaux. Et puis il y a le jardin pédagogique Vaclav-Havel, près du cours Tolstoï, qui est animé par ma collègue Camille Dassonville, qui fait partie de mon service. D'accord. Et moi, j'ai une petite question. Peut-être que l'une ou l'autre, vous pouvez m'aider à répondre. Quelle est la différence entre ces différents jardins partagés, familiaux, jardins ouvriers ? Je ne sais pas s'il y en a encore. C'était les anciens jardins ouvriers ? Oui. Enfin, jardin ouvrier s'est transformé en jardin familial. Enfin, c'est la nouvelle appellation. Enfin, depuis plusieurs années, mais... par rapport au jardin partagé dont parlait Pascal tout à l'heure, un jardin familial, pour le coup, c'est une personne qui a une parcelle à elle, et qu'elle s'occupe de son jardin. Il y a une dimension sociale qui est là, mais qui est peut-être moins... Enfin, c'est moins une dimension collective, c'est plus une dimension sociale, de nourrir vraiment les gens. Je discutais avec une personne qui me disait qu'elle était autonome pratiquement à 100% avec sa parcelle. D'accord. Voilà. Donc les gens produisent vraiment beaucoup. Enfin, voilà, ils produisent. Sur leur parcelle. Et c'est historique, alors que les jardins partagés, c'est des phénomènes plus récents, c'est plus urbain et c'est plus récent. Alors que les jardins familiaux, ça date de la fin du 19e, début 20e. Peut-être, oui, juste une petite parenthèse. Je crois que rue Flaché, il y a encore des immeubles qui avaient à l'arrière des parcelles et chaque appartement a sa parcelle. Voilà, les gens pouvaient cultiver pour... Les gens n'ont pas un garage comme aujourd'hui, ils ont une parcelle de jardin. Oui, c'est déjà assez ancien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une idée nouvelle. Non. Et alors, Pascal, du coup, on parlait de lien social, justement, et de collectif, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui peut venir dans votre jardin partagé ? Et surtout, est-ce qu'on a besoin de savoir jardiner pour vous rejoindre ? Alors, tout le monde peut venir, en fait. C'est un jardin qui est ouvert à tous. La seule condition, c'est d'adhérer à l'association, puisqu'on a une association pour gérer le jardin. On a mis des montants qui étaient très faibles, qui permettent à tout le monde de venir. C'est une cotisation par foyer. On a également des partenariats avec une école maternelle. Ce jardin, il a aussi une vocation pédagogique, puisque effectivement, on n'est pas des experts du jardinage au départ, on ne fait pas de sélection pour savoir qui sait jardiner ou pas, mais surtout, on a envie d'apprendre. Donc on a des personnes qui connaissent un peu plus que les autres et qui sont là pour aider à cultiver et à comprendre. Et on voit avec l'école maternelle, c'est tout à fait l'esprit. Ils viennent connaître un petit peu ce que c'est qu'une fleur, une plante, comment ça pousse. On a quatre instituteurs qui viennent, qui ont une parcelle pour eux. D'accord, et qui viennent du coup finalement apprendre aux enfants aussi. Apprendre aux enfants, c'est vraiment l'école ouverte, l'école à l'extérieur. Et les enfants sont emballés. Et c'est eux qui petit à petit amènent leurs parents. Et pareil, les parents, du coup, même s'ils ne savent pas du tout jardiner, ils peuvent venir et apprendre tout à fait. En lien avec les autres. Tout à fait, et on voit bien que les enfants qui sont tellement contents de montrer ce qu'ils ont fait pousser viennent avec leurs parents qui, eux, adhèrent au jardin, ensuite à titre individuel. Donc ça se fait un peu de bouche à oreille, et vraiment l'idée, c'est pas de produire pour l'ensemble, on ne sera jamais en capacité de produire pour tout le monde, mais d'avoir un peu tous les espaces du jardin, que ce soit les arbres, les arbustes, les fleurs, les légumes, donc à vocation un peu pédagogique. Et l'association s'appelle Jardin de Jeanne aussi ? Alors l'association s'appelle le Jardin de Jeanne. On a réfléchi assez longtemps pour se rendre compte qu'on était sur l'allée Jeanne Moreau, et donc le Jardin de Jeanne s'est imposé naturellement, et l'association aussi. D'accord, super. Ah, je sens que la prochaine question va un peu piquer. Oui. Alice, oui, c'est vous que je regarde. En vrai, dans une ville de 155 000 habitants, est-ce que ce n'est pas un peu cosmétique de parler de nature en ville ? On nous reproche souvent d'être une ville très bétonnée. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le joyau de la Fessine. Je pense que c'est un vrai joyau, parce que c'est un très grand espace, un parc naturel urbain qui a aussi donc je crois qu'il fait 40 hectares environ.
Il fait partie d'un grand réseau métropolitain de continuité bleue et verte avec le Rhône. Donc ça, c'est un lieu exceptionnel, mais en effet, il est très décentré par rapport à Villeurbanne, donc tout le monde ne peut pas en bénéficier à proximité. Donc en effet, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un manque d'espace vert dans la ville. C'est des choses qui vont être corrigées dans les années à venir, parce qu'il y a des objectifs de créer des grands parcs, le parc ACI, le parc Grand Clément et le parc de l'Autre-Soie, dans le quartier des Brosses. Ces continuités écologiques dont je parlais avec les tramways qui vont permettre de planter quand même beaucoup d'arbres. Donc ça va s'améliorer, mais c'est sûr qu'il y a une tension, c'est évident, il y a une tension que tout le monde a vécue pendant le Covid, d'urbanisation, de métropolisation, et en même temps de créer des espaces accessibles à tous. Voilà. Donc il y a une tension aussi d'usage sur les lieux, entre les chiens, les enfants, les personnes. Ça aussi, ça fait partie des tensions sur les espaces verts de la ville. C'est un peu toute la difficulté. C'est vrai que la ville offre énormément d'avantages, mais les gens aimeraient aussi avoir un peu plus de verdure. Et donc finalement, la nature en ville, ce ne sont pas uniquement les jardins et le fait de planter des petites fleurs autour des places. Ça va bien au-delà. On parle de biodiversité. Oui, on parle biodiversité, puis on parle aussi, contemplation quelque part, îlot de fraîcheur. Donc on a besoin d'arbres, on a besoin de fraîcheur. Il y a plein d'études qui ont montré que la nature en ville, que la nature de manière générale, c'est très bon pour le psychisme et pour le physique. Donc on a besoin d'être, par exemple, dans les centres pour personnes âgées, les EHPAD ou maisons de retraite, les gens se portent d'autant mieux et vieillissent d'autant mieux quand ils ont des arbres devant eux. Donc il y a vraiment un enjeu de santé publique en fait dans la présence de la nature en ville. Et ça, je pense que c'est important de le défendre très fortement. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de planter des arbres pour rafraîchir la ville. Lyon fait partie des villes en France Lyon, au sens de métropole de Lyon, fait partie des lieux où le réchauffement climatique est le plus dur. Donc il y a vraiment ce besoin de planter et de prendre du temps, parce qu'en fait les arbres, ils n'ont pas le même temps que nous. Et donc ils vieillissent, ils sont opérants quand ils ont 70 ans minimum, quoi. Ah oui. D'accord. On ne sera plus là. Vous parliez de continuité écologique, notamment avec le tramway. Qu'est-ce que vous entendez par là un peu plus précisément ? C'est d'avoir en fait de pas avoir de rupture, urbaine forte pour que les oiseaux, les insectes, etc. puissent passer d'un endroit à un autre. En fait, on se rend compte que des infrastructures lourdes, type un périphérique, une route, etc., ça tue. Ça tue des hommes, mais ça tue le vivant de manière générale. Et donc, c'est comment on arrive à recréer des continuités urbaines et qui sont des continuités écologiques, avec des arbres, des continuités vertes, en fait. Il y a combien de parcs, à peu près, à Villeurbanne ? Il y a environ 70 parcs qui vont donc du tout petit espace de quelques mètres carrés au très grand espace de 40 hectares à la Fessine. Et puis, il y a des espaces publics ouverts à tout le monde, et puis des espaces, comme évoquait Pascal, qui sont des espaces intermédiaires, c'est-à-dire des jardins partagés ou familiaux qui sont ouverts à des adhérents. Voilà. Et puisqu'on parle jardin et nature, justement, rappelons que Côté Jardin, le festival de la nature en ville, se déroule chaque printemps. Et cette année, ce sera du 23 au 29 avril. Alice, on enchaîne donc avec une question au chrono pour vous. Vous êtes prête ? Allez. Vous avez 30 secondes pour nous pitcher ce Côté Jardin et nous donner envie d'y aller. C'est parti. Alors le festival, il démarre par le marché aux plantes qui pour la première fois va se passer le dimanche 23 avril sur l'ensemble de l'avenue Henri Barbus, qui est piétonnisée de l'hôtel de ville jusqu'à Zola, jusqu'au cours Émile Zola, et qui va même se prolonger sur l'occupation temporaire des gratte-ciels. Et là, il y aura la présence aussi des jardins urbains cultivés, donc jardins familiaux, jardins partagés, avec une idée de faire du conseil entre jardiniers amateurs, du troc de plantes. Il y aura pas mal d'associations autour de l'environnement. Est-ce qu'il y aura les jardins de Jeanne ? Les jardins de Jeanne, évidemment. Super. Et il y aura également des artisans qui travaillent avec les matières issues de la terre, donc du bois, du liège,
de la confiture, etc. Et ensuite, sur l'ensemble de la semaine, donc on a toute une série d'animations. On a essayé d'axer ça à la fois à différents endroits de la ville pour que tout le monde puisse en bénéficier à proximité et avec pas mal d'ateliers participatifs. On se rend compte que les gens, ils aiment bien faire. C'est ce que disait Pascal sur les enfants de maternelle. Planter, créer un nichoir, c'est des choses qui plaisent. Et la dernière journée, le samedi, nous serons le matin à l'occupation des gratte-ciel avec entre autres une discussion autour de la gestion de l'eau qui est un enjeu crucial, de plus en plus important avec le changement climatique. Et l'après-midi, nous serons à la Fessine puisque c'est aussi les 20 ans du parc de la Fessine. Donc on fera une journée de clôture à la Fessine, enfin une après-midi de clôture à la Fessine. Le parc de la Fessine sur lequel je crois il y a une concertation pour sa gestion. Exactement. Donc là, il y aura aussi des balades au sein du parc pour justement poursuivre cette concertation avec des personnes qui seront présentes. Il y aura la bergerie urbaine, on pourra faire des zoyas, il y aura des tas de choses. Il y aura une batucada. Voilà. Donc tout le monde est bienvenu. Je lisais il n'y a pas longtemps un article qui disait qu'effectivement, le fait de mettre les mains dans la terre, de jardiner, ça apporte vraiment, mais de manière physique. C'est pas juste une vue de l'esprit. Ça amène du bonheur. Tout à fait. Donc, on peut que conseiller aux gens d'y aller. Et justement, Pascal, pour parler de choses très sérieuses, pouvez-vous nous donner quelques astuces pour se lancer dans le jardinage ou par exemple, quand on plante, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter l'arrosage? Peut-on planter des pots sur une terrasse simplement? Et est-ce que c'est facile? Comment choisir un super désherbant? Non, je plaisante. C'est interdit d'utiliser des produits chimiques dans son jardin. Pascal, très sérieusement, quelques conseils peut-être pour un novice? Je pense que tout le monde peut jardiner. Je pense que c'est le premier point. Dès qu'on a une plante à l'intérieur de la maison, on commence déjà à jardiner. Et après, effectivement, je crois que le plus simple, c'est de partir du début, partir de la graine. On a tous des petites graines au fond d'un placard ou qui nous sont des grands-parents ou des parents dans un jardin. Et là, on peut prendre une graine de citron, on la met dans du coton et on voit comment ça pousse. Et à partir de là, essayer de voir quel serait le devenir d'une graine pour aller jusqu'au bout. Et à l'école, et notamment tous les jardiniers, on est tous partis du début. On est allés mettre nos graines dans nos petits pots pour commencer à les voir pousser, pouvoir les planter et ensuite les repiquer. Donc, ça a toujours commencé par une petite graine, effectivement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et tout simplement, on a l'expérience des uns qui va aider les autres qui connaissent pas le jardin. Et c'est en échangeant entre nous qu'on apprend. Donc, c'est juste de la proximité. En fait. Mais par exemple, qu'on ait un petit bout de jardin ou des pots, je parlais de limiter l'arrosage, l'idée déjà c'est de pailler en fait le pied de... Alors on est confronté effectivement, comme le disait Alice, à des climats qui sont de plus en plus difficiles. Et le jardin qui nous a été livré en juillet 2022, au moment de la canicule, nous a tout de suite mis dans le bain. On a la chance d'avoir une citerne de récupération d'eau, mais l'eau est très précieuse et on voit que dans ces moments-là, on ne peut pas arroser n'importe quand, n'importe comment. Il faut l'économiser, il faut rationner. Donc on est en train de réfléchir à une manière de pouvoir protéger nos plantations, alors avec le paillage, mais également avec des systèmes de goutte à goutte, avec des zoyas. On a parlé des zoyas, ce sont des pots qui sont poreux et qui, enfoncés dans le sol, permettent de diffuser très lentement de l'eau à proximité des plantes. Donc ce sont des dispositifs anciens, mais qui ont toute leur place dans le jardin aujourd'hui. On a une recherche aussi de plantations qui sont adaptées aussi aux conditions climatiques. Quelles plantes, par exemple, seraient les plus adaptées à nos conditions climatiques? Alors on a, c'est vrai qu'on a tous envie de planter des tomates, parce que la tomate, c'est quand même le légume par excellence du jardin. Mais c'est gourmand en eau. Mais la tomate est gourmande en eau. Donc on essaye plutôt de se tourner vers des melons, des courges, certaines courges en variété, ou alors des légumineuses. On apprend aussi à retrouver des légumes qui étaient plus trop dans nos assiettes,
mais qui finalement sont des légumes qui sont plus faciles à cultiver. Et pour bien faire pousser ces légumes, j'ai bien entendu, on est bien d'accord qu'on n'utilise pas de produits chimiques, mais à Villeurbanne, on peut trouver facilement du compost. Alors on a un compost dans le jardin, effectivement, on a les bornes alimentaires qui sont arrivées. Les bornes alimentaires ne sont pas directement utilisables par nous, les jardiniers, puisqu'on peut mettre des déchets autres que des végétaux. Mais on a effectivement le compost comme matière principale pour nourrir la terre. Et on utilise aussi ce qu'on appelle des engrais verts. Les engrais verts, ce sont des herbes que l'on fait pousser pendant l'hiver. Et par exemple, on a de la moutarde, on a de la facélie, on a du sarrasin, de l'orge. Et ces plantes qui poussent pendant l'hiver, déjà, elles ne laissent pas le sol à nu, mais elles le nourrissent en même temps. Ce qui fait que ça nous fait un engrais naturel pour le jardin. Et oui, certaines vont apporter de l'azote ou avec des orties, on peut faire des formes de purin qui peuvent permettre. Il y a vraiment plein de solutions très faciles pour trouver comment ne pas utiliser. Effectivement, on a parlé de biodiversité. Nous, notre enjeu principal, c'est que la nature revienne et que les insectes reviennent. On avait fait une journée comptage des oiseaux avec de la LPO et dans le jardin, on a vu 0 oiseau. Ah. Oui. Oups. Pourquoi ? Parce qu'un oiseau, il ne vient pas naturellement parce qu'il a vu une flèche, il vient parce qu'il a de quoi manger. Donc, il faut trouver des insectes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, notre enjeu, c'est de faire en sorte que les insectes viennent, puisque ce sont eux qui apportent les fruits. Et justement, vous avez des hôtels à insectes, par exemple, dans le jardin ? Alors, on n'a pas véritablement d'hôtel à insectes. On essaye de faire en sorte que les insectes puissent trouver des espaces. Donc, ça peut être tout simplement des branches, des petits trous dans le sol qui leur permettent de pouvoir se mettre à l'abri. On a des nichoirs pour les oiseaux. Donc, mais effectivement, on commence déjà par les insectes. Effectivement, c'est vrai que l'oiseau en ville, une des difficultés, c'est la disparition de son habitat. Et on a à Villeurbanne, et dans le cadre des budgets participatifs également, des gens qui ont lancé des projets pour remettre de l'habitat pour les oiseaux. Et c'est important aussi. Tout à l'heure, je faisais une plaisanterie qui était vraiment hors de propos sur les produits chimiques. Mais Alice, on est bien d'accord, rassurez-nous, la ville de Villeurbanne n'utilise pas de produits phytosanitaires. Non, la ville de Villeurbanne n'utilise pas depuis même très longtemps. Je pense je n'ai pas l'historique exact, mais ça a été une des villes qui a enlevé les produits sanitaires avant même que ça soit interdit officiellement. Donc il y a une vraie démarche écologique à Villeurbanne, c'est sûr, en termes de gestion des espaces verts. Et Alice, est-ce que c'est traître si je vous demande combien est-ce qu'il y a d'arbres à Villeurbanne ? Oh là là, j'ai eu le chiffre. Et des hérissons, et des libellules, et des abeilles. Et on se calme, juste les arbres. Non, je crois que les arbres, alors parce qu'il y a les arbres... C'est la complexité française, mais il y a les arbres d'alignement qui relèvent de la métropole. Donc, c'est les arbres dans les rues et il y a les arbres dans les parcs. Pour la métropole, je crois qu'on est à 7600 arbres dans les rues. Et sur les parcs, je ne pourrais pas vous dire. Désolée. Oui, il y en a énormément. Et à la Fessine, il suffit d'aller faire un tour, s'y promener le week-end pour voir tous les arbres qu'on peut trouver. Juste au passage, on parlait de biodiversité, hôtel insectes, etc. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont un peu marrantes. On a déjà, donc il y a des castors parce qu'il y a le Rhône, parfois un ragondin qui peut venir. On a déjà vu des sangliers à la Fessine, on trouve des renards, des lapins. On est en ville, mais on trouve quand même effectivement beaucoup de choses. Alors des fois, c'est un peu anecdotique. Une fois, il y avait un chameau qui s'était perdu. Bon, ok, d'accord. C'est pas tous les jours. Et je ne sais pas s'il y a des piments dans les jardins villeurbanais, mais en tout cas, il y en a une dans la prochaine question. Je crois bien, oui. Cette question qui pique, elle est un peu pour vous deux. Est-ce que ces jardins partagés, c'est pas un peu un truc de bobo ? Oups. Le silence. Alors les premiers adhérents au jardin, alors effectivement ce sont les nouveaux habitants qui habitent à proximité. Donc en l'occurrence, nous on a un quartier tout neuf qui s'est monté. Donc les familles qui arrivent sont des familles qui habitent en ville avec des enfants. Mais très vite, le jardin, l'association a vu venir des personnes qui sont retraitées, qui ont connu par le passé un jardin qui avait
une maison de campagne, qui avaient un endroit pour jardiner, qui ont toujours connu le jardinage. Et ce sont les premiers qui sont arrivés dans l'association. Donc, en fait, ce qui fait la richesse d'un jardin, c'est la diversité des profils. On voit vraiment tout type de profils, des enfants, des personnes jeunes, des personnes plus âgées. Bobos, mais pas que. Et des bobos, et pas que. Non, surtout qu'effectivement, Alice l'a précisé tout à l'heure, il y a une histoire très ancienne des jardins ouvriers à Villeurbanne et on n'était pas du tout là-dedans, mais c'était une question vache. Si des personnes nous écoutent et souhaitent se renseigner, enfin d'intégrer un jardin partagé à Villeurbanne, où faut-il s'adresser? Est-ce qu'il y a un endroit qui recense un peu ça? Il faut aller sur Internet? Alors, vous pouvez aller sur le site de la ville. Et le plus simple, en fait, c'est que nous, dans mon service, on a une adresse mail qui s'appelle naturenville@mairie-villeurbanne.fr. Et donc, dans Nature en Ville, nous, on répond systématiquement. Mais sinon, sur le site de la ville, dans Viva, il y a des contacts. On n'a pas parlé des jardins de rue aussi, où il y a un petit formulaire sur le site de la ville où on peut avoir un jardin sur domaine public, un petit bac, on peut demander, voilà. Ça fait partie, effectivement, on n'en a pas parlé du tout, ça fait partie des jardins urbains de la ville. Ça rentre dans le cadre des conventions de pieds d'arbre où les gens peuvent... Oui, alors il n'y a plus de conventions, parce qu'on a simplifié la procédure administrative, mais on a un accord avec la métropole qui nous autorise à nous installer, après avis de la métropole, bien entendu, sur le domaine public métropolitain. Et donc il n'y a plus de conventions, il y a une charte, un peu comme la charte des jardins partagés, il y a une charte des jardins de rue. Et il y a une 30aine de sites sur la ville aujourd'hui. Et ça permet d'avoir un petit bac à disposition. Exactement. Okay. Ou simplement en utilisant un pied d'arbre voilà, qui a déjà un périmètre. Par exemple, les bacs qui sont à Villeurbanne, les bacs en bois dans lesquels il y a des arbres plantés, très souvent, les gens sont tout à fait autorisés à les cultiver. Ça peut être tout à fait agréable. D'accord. Nous en parler juste. Et il me semble qu'au-delà des jardins partagés, on peut aussi découvrir la nature en ville à Villeurbanne avec des professionnels. Donc Alice, je me tourne vers vous, parce qu'il y a des visites commentées ou des ateliers, Anime quelque chose. Alors il y a Anime quelque chose, c'est Anime Fessine. Donc ça, ce sont des animations sur le parc vraiment de la Fessine pour faire connaître ce lieu qui est génial et en même temps excentré. Donc ça, c'est du mois d'avril au mois de septembre, tous les mercredi matin. Il y a quelques samedis cette année, donc ça, vous le trouverez sur le site de la ville. Il y a également, pour rejoindre ce que disait Pascal tout à l'heure, sur la formation, entre guillemets, de jardiniers amateurs, des cycles de formation qui sont gratuits, qui ont lieu le samedi matin, entre grosso modo le mois de mai et le mois de novembre ou décembre. Donc il y a 6 séances. Et là, on interroge un peu les gens pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et donc il y a des formations sur justement comment améliorer la pollinisation, comment créer du purin d'ortie, comment protéger son jardin sans utiliser de pesticides. Il y a plein de techniques, tailler des arbres fruitiers. Voilà. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une inscription à faire en ligne. Jean-Christophe, je crois que c'est déjà la fin de ce numéro de Sauce Samouraï. Un podcast, rappelons-le, proposé par la ville de Villeurbanne et le toujours fleuri magazine Viva. Alice, Pascal, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Pascal, on rappelle que l'on peut vous retrouver les mains dans la terre au Jardin de Jeanne, donc ouvert à tous et toutes au 1 allée Jeanne Moreau. Et pour tout savoir sur la nature en ville, vous allez faire un tour sur Viva en ligne à l'adresse viva.villeurbanne.fr. Vous trouverez des infos sur Côté Jardin, Anime Fessine, certains jardins partagés, mais aussi plein d'autres infos qui concernent Villeurbanne et pas que. Et on rappelle l'adresse mail nature en ville. C'est tout attaché, il n'y a pas d'accent, rien. Nature en ville, @mairie-villeurbanne.fr. Parfait. Et à vous, auditrices et auditeurs de ce podcast, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sauce Samouraï. Kenpai!